Bienvenue dans Chef d'entreprise. Chaque vendredi, on prend le temps de raconter les trajectoires de celles et ceux qui font avancer la restauration, pas seulement par la cuisine, mais par leurs choix, leurs engagements, leurs entreprises et leur manière de construire des projets dans la durée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Vidal. Avec ses deux associés, Julia et Harry, ils forment un trio solide. Ensemble, ils ont fait naître des lieux devenus des références pour les gastronomes du sud de la France. Le Chardon à Arles, la Mercerie à Marseille, Livingstone, Pétrin-Couchette. Des adresses qui ont chacune leur identité, mais un socle commun très clair. On va parler de la manière avec laquelle elle a abordé cette série d'entreprises et comment s'est écrit l'histoire. Car ce qui frappe dans son parcours, c'est la manière dont tout s'est construit. Sans plan figé, sans course, mais avec une exigence extrême sur le fond, le rythme, l'humain. On a commencé dans la finance et Laura aurait pu poursuivre une trajectoire confortable et balisée, mais elle a choisi une autre voie, celle du vivant, du service, du collectif. Attendez, non, je la refais. En fait, ça a commencé sur un trottoir, au Québec, un jour où, enfant, elle a voulu vendre de la limonade. Rien que pour ça, cet épisode, c'est une masterclass. Dans cette anecdote de l'enfance, tous les préceptes du commerce de bouche se retrouvent et, aujourd'hui encore, alors que Laura drive plusieurs adresses, ce souvenir la guide toujours. Quand je vous dis qu'il faut revenir à la racine pour comprendre pourquoi et comment on fait les choses une fois adulte, là, on est en plein dedans. D'ailleurs, vous allez entendre l'âme nord-américaine de Laura qui ne l'a pas complètement quittée. Si elle n'a pas pris l'accent marseillais, elle parle encore parfois un peu anglais, mais tout est ok. C'était juste pour rappeler qu'elle a vécu entre la France et l'autre rive de l'Atlantique. Et d'ailleurs, peut-être que cela a forgé sa mentalité. Peut-être que sa nature, plus américaine que la norme de nos interlocuteurs sur Chef, résonne avec l'énergie d'entreprise qui s'incarne dans ce qu'elle appelle l'esprit Doberman. Je vous en dis pas plus. Cet épisode, il raconte en tout cas une autre idée du succès. Une réussite qui se mesure pas seulement au nombre d'ouvertures, mais à la cohérence, à la longévité et à la façon dont on travaille avec les autres. Ces trois-là, ils montrent qu'on peut réussir et cartonner en mettant au cœur du projet toute son humanité. Et il y en a de plus en plus ici qui partagent cette idée et je m'en réjouis. Ah oui, au passage, Laura Vidal, elle a été sommelière, genre élue sommelière de l'année par Goemio aussi. C'est la première femme à avoir reçu ce prix. Bref, il y a 1000 raisons d'écouter cette histoire. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ce podcast, à laisser une note sur votre appli ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à nous rejoindre sur Instagram pour suivre les coulisses du podcast. Allez, place à l'histoire de Laura Vidal. Si on doit peut-être, pour démarrer, avant de remonter le fil de ton histoire, préciser toutes les activités qui te définissent ou en tout cas que tu gères. Sur la photo, il y a quoi en ce moment ? Il y a pas mal de choses, il y a de plus en plus d'adresses. Moi, je suis l'histoire depuis quelques années. On a aujourd'hui 4 adresses en propre. Donc, il y a la Mercerie à Marseille. Mais en vrai, le premier né, c'est le Chardon à Arles en 2016. Et ensuite, on a ouvert la Mercerie en 2018. Puis, le Livingstone en 2021 et Pétrin-Couchette en 2022. Donc ça, c'est nos adresses vraiment en dur qui nous appartiennent. Mais on a continué en effet à collaborer, à faire des projets. Donc on s'occupe aussi de la résidence culinaire à la Villa Médicis à Rome notamment. Ça, c'est un super projet qui dure depuis bientôt 5 ans. Et récemment, on a accompagné l'ouverture de l'hôtel Amista à Marseille et la création du restaurant Louison qui se trouve au rez-de-chaussée de ce projet. Donc ça, c'est le plus récent. Mission qui va se terminer dans quelques mois, mais qui était hyper intéressante pour nous aussi de mettre un pied dans l'hôtellerie de façon très concrète. Donc on est dans le sud de la France, Arles et Marseille, avec parmi ces adresses évoquées, et c'est là où je vais devoir faire preuve d'une grande objectivité et d'une grande rigidité, parce que c'est des adresses que j'aime énormément. Ah. Ouais. Il va falloir que je me détache de mon affect. Ah mince, non, tu peux rester dans l'affect, soyons dans l'affect. Ouais, j'adore. Est-ce que ça a toujours été une perspective pour toi d'être justement cette personnalité qui drive des adresses qui sont clairement très bien établies, très appréciées depuis des années maintenant à Marseille? Est-ce que ça a toujours été dans ta ligne de mire ou est-ce qu'enfant, tu te projetais autrement? Déjà, je pense que la première chose à dire, c'est que je serais absolument nulle part sans mes 2 associés incroyables, Julia et Harry.
qui sont vraiment mes alliés, qui sont ma famille, qui sont des gens que j'apprécie énormément. Dans ma ligne de mire, enfin quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était d'être biologiste marine, donc absolument rien à voir avec le monde de la restauration. Par contre, j'ai fait du théâtre très jeune et pendant de longues années. Et donc quand j'ai fait ma première, on va dire mon premier shift, parce que je suis québécoise d'origine, donc j'ai grandi à Montréal. Au Québec, c'est un peu différent qu'en France parce que au Québec, tu peux travailler très jeune. Donc à 15 ans, j'étais déjà en train de bosser dans un petit coffee shop pour arrondir les fins de mois, m'acheter des jeans Parasuco, enfin tu vois, c'était la base. Voilà, exactement. Et j'ai commencé à bosser dans un petit coffee shop pâtisserie avec un pâtissier qui faisait les meilleurs croissants et les meilleurs pains au chocolat de la ville. Il y avait toujours une file d'attente dehors. Et j'ai adoré en fait le sentiment d'être sur les planches. J'avais vraiment l'impression que c'était possible d'être de très bonne humeur, même si dans ma vie j'étais pas de bonne humeur, parce qu'en fait tu peux juste te créer un personnage et exister complètement à travers le service. C'est une forme de représentation. Oui, j'adore ça. Je trouve ça hyper agréable. J'aime bien voir les gens prendre du plaisir. J'aime bien anticiper les besoins des gens pour voir comment est-ce qu'on peut les rendre heureux. J'ai toujours aimé ça. Et donc toute ma vie, le service par la suite a fait partie de mon existence. J'ai toujours travaillé dans la restauration depuis ce moment-là, quoi. C'est marrant que tu décrives cette posture-là parce que moi qui entends beaucoup de chefs se raconter à ce micro-là, je peux pas m'empêcher de penser tout le temps quand ils évoquent la difficulté de leur métier, la pénibilité de leur métier, à quel point ce quotidien est dur et répétitif. Je me dis toujours en moi, oui, mais en même temps, vous êtes un peu au théâtre tout le temps. Vous êtes loin des considérations quotidiennes d'un foyer. Vous êtes dans un restaurant. Vous êtes sur votre scène à vous. Il y a aussi quelque chose de très nourrissant, je trouve. Oui, je suis d'accord. De mon point de vue, qui est de l'autre côté des fourneaux, je dirais qu'il y a comme une vraie fierté, en tout cas dans les business dans lesquels j'ai travaillé, que ce soit à 15 ans dans la petite pâtisserie, aujourd'hui avec Harry par exemple qui cuisine la mercerie, ou encore même à la Villa Médicis où on travaille en collaboration pour trouver des beaux talents qui peuvent vraiment s'exprimer. Je pense que un des trucs que j'aime vraiment beaucoup, c'est justement représenter des talents, les traduire pour les rendre lisibles et compréhensifs. Palatable, genre appétissant, pour les clients qui viennent et qui voient parfois en nous qui peuvent paraître comme des porteurs d'assiettes simplement, plutôt des traducteurs, tu vois, des gens qui sont là pour prolonger le geste, le faire comprendre. Exactement, et puis donner une forme de une traduction quand même assez émotionnelle aussi du travail qui est fait en amont, qui en effet parfois peut être très pénible et difficile en cuisine. Nous, on le conçoit vraiment et on travaille beaucoup d'ailleurs à ce niveau-là pour essayer de dépénibiliser au maximum le métier de cuisinier. Que ce soit par la façon qu'on aménage la cuisine, que ce soit par les horaires, que ce soit par plein de choses. Ouais. Il y a eu ce déclic, tu le disais, à l'adolescence finalement. Est-ce qu'auparavant, il y avait un rapport à la table chez toi, dans l'environnement dans lequel tu as grandi, qui était particulier? Est-ce que tu as été éveillé à ça ou est-ce que... Pas du tout. Alors oui, ma mère est française, mon père est péruvien. J'ai grandi avec ma mère. Il y a des Français qui mangent pas bien. Hein, non, je sais. Oui, ma mère est française. Oui. Non, mais c'est vrai que t'as raison. Mais en l'occurrence, ma mère, elle avait vraiment elle vient d'une famille extrêmement pauvre. Et sa mère a toujours cuisiné parce que pas le choix et jamais ils allaient au restaurant. Donc elle a pas du tout cette culture de sortir au restaurant encore aujourd'hui. Quand on va au restaurant, pour elle, c'est vraiment, elle dit j'aurais pu faire ça à la maison, tu vois. C'est vraiment la perspective très pourquoi, quel intérêt. C'est pas logique en fait. Donc j'ai grandi quand même, mais toujours avec entrée, plat, dessert, salade, fromage. Enfin vraiment une espèce de cadre assez clair sur ce qu'est le bien manger. Marrant parce que paradoxal, à la fois le cadre d'un truc qui gastronomiquement est établi par le restaurant, c'est ce séquençage. Ouais. Et un truc presque contre-intuitif de dire à quoi ça sert d'aller au restaurant puisqu'on peut le faire chez soi. C'est ça. Bah, je sais. Donc, ma mère est pleine de contradictions. Et en l'occurrence... c'est pas ce que je veux dire, je me permettrai pas. Ah bah, moi si. Moi si. Et je pense elle serait d'accord. Mais en effet, je pense qu'il y a ça. Il y a ma nounou, quand j'étais petite, quand ma mère partait bosser, me laissait chez la voisine qui était grecque, qui m'a élevée avec les spanakopita, les melo macarona. Ça peut être un très bon parrainage. Oui, vraiment excellent parrainage. Et qui m'a beaucoup appris justement la puissance de la nourriture comme acte d'amour. Et ça, je pense que c'était vraiment quelque chose qui m'est resté. Et je pense que c'est ce qu'on essaye, en tout cas, aujourd'hui, de traduire toujours avec le small group. C'est small group, big heart, quoi. T'es parti de ça quand même, de ces référents, de générosité, de liens qui passent par la nourriture, ce déclic très vite à l'adolescence. Comment tu vas écrire l'histoire après ce déclic? Tu te dis, il va t'emmener
vers la gastronomie, presque naturellement, de manière logique, comme une évidence? J'ai fait quand même une bifurcation via pas mal de... Enfin, j'ai bifurqué. Donc, en gros, j'ai fait des études entrepreneuriat et finance à McGill, à Montréal. Et j'ai travaillé dans la finance pendant 2 ans, notamment pour la Deutsche Bank, mais aussi dans un fonds d'investissement de capital d'investissement privé. Et où, justement, dans le monde de la finance, c'est peut-être un des endroits les plus intéressants où bosser, parce que tu es en direct avec des entrepreneurs. Donc ça, c'est cool. Mais malgré tout, il y avait quelque chose qui manquait. Je pense que c'était le contact. Travailler le vivant, pour moi, c'est hyper important. J'ai toujours été attirée par ça. Et donc, j'ai quitté vraiment sur un coup de tête la finance du jour au lendemain parce que je trouvais que mon patron exagérait. Ciao, j'ai dit I quit. J'ai mis sur un post-it, je l'ai mis sur son ordinateur et je me suis barrée. Et j'étais là, ok, qu'est-ce que je vais faire avec mes 10 doigts, tu vois. Donc du coup, je suis allée voir le meilleur restaurant de Montréal et je leur ai dit, est-ce que je peux, genre être serveuse, nettoyer les tables, enfin, je sais pas ce que vous avez besoin. Et donc ils m'ont mis tout en bas de l'échelle, runneuse, boss girl, j'essuyais les verres, pas le droit de parler aux clients, juste tu débarrasses, tu mets le pain, tu mets l'eau, le reste, basta. Wow. Et donc j'ai appris dans un milieu très, eux ils m'ont vraiment formée plutôt au niveau gastronomique. Est-ce que cette expérience, tout de même, avant qu'elle finisse par un post-it et le basculement dans le monde de la gastronomie, est-ce que tu penses qu'elle t'a servi, est-ce qu'elle t'a nourri? Parce que moi, je rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui dans la gastronomie qui ont un passif dans le commerce, dans les fonds d'investissement, dans le secteur bancaire aussi, parfois de manière générale. Est-ce que je pense que ça aide à être plus outillé une fois que tu arrives dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est un monde qui, si t'as pas les codes nécessairement, tu peux te faire manger. Et je pense que c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça m'a aidé, savoir faire un BP, faire des prévisionnels, comprendre comment fonctionnent les prêts bancaires, les intérêts. Ouais. Savoir en fait aussi comment vendre son concept, ses idées, aller voir une banque, ne pas avoir peur, etc. Ouais. Avoir une forme de self-confidence, genre une estime de soi, une confiance en soi vis-à-vis des banques, c'est important. Et ça, je pense que ça a clairement donné un peu plus de... Oui, t'as quand même une notion de comment ça se passe de l'autre côté avant que d'être celle qui va porter un projet et de demander un prêt et un soutien au point de vue. Et ça aide beaucoup d'avoir ce background parce que du coup, tu sais exactement ce que recherche. Enfin, par exemple, je sais que nous, quand on était dans le capital d'investissement privé, c'est pas du venture cap, donc on n'est pas sur des rentas, enfin, on n'est pas sur du turnover trop rapide, on est sur des 7-9 ans, mais ça reste 7-9 ans. Il y a un objectif, c'est que tu me fasses de la valeur et que tu sortes après et qu'on puisse tous faire de l'argent. C'est une durée de dingue. C'est pas tant de temps que ça, tu vois. Surtout dans la restauration en France, typiquement les prêts sont de 7 ans. Tu vois, tu sais qu'en 7 ans, t'amortis un peu ton prêt initial et là, tu commences à respirer niveau trésor, mais donc nous, on a vraiment, je pense, bénéficié, Julia et moi, parce que Julia, mon associé, a aussi un background finance et management. On a bénéficié quand même d'avoir ce background pour être mieux outillé, pour naviguer, on va dire, ce monde qui parfois est un peu avec des embûches, quoi. C'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un qui vient te voir justement et qui n'a pas ce passif-là et qui sait pas par quel bout prendre les choses et qui se fait peut-être justement une montagne de ce volet-là? Il va falloir aller chercher, il va falloir aller taper, convaincre, raconter pour espérer être suivi par un établissement. Tous les chefs, tous les restaurateurs disent le nombre de refus qu'ils essuient naturellement dans cette quête-là. Tu leur dis quoi, ces gens-là qui n'ont pas justement Tu as parlé de confiance. Je pense que c'est un truc important, mais... Je pense qu'il y a un élément de confiance en soi, mais qui vient aussi en faisant des erreurs, en essuyant des refus. Je pense que nous, on nous a dit non quand on a voulu emprunter genre 100 000 euros pour ouvrir le Chardon il y a 10 ans. On nous a dit non quand même 3-4 fois. Ouais. Et il a fallu qu'on soit dans une forme de persistance qui frôle... le harcèlement. Mais si. Genre, enfin, je veux dire, on se pointait dès qu'il y avait un événement. La BNP, par exemple, organisait un événement, on se pointait, on allait les voir, un événement social pour un autre sujet. On était là, bonjour, on a besoin d'argent pour notre projet. C'était là, genre quoi. Il faut avoir ce côté, moi, Regarde, il y a encore la fille du Chardon. Là, elle est encore là, tu sais. Oh là, vite, on va dans l'autre sens. Et oui, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'il y a chez moi ce truc, en tout cas, que j'appelle l'esprit d'Oberman, et j'en parle souvent avec mes collègues, et je leur dis, il y a une notion de... Il faut pas que tu lâches. Si tu lâches juste ne serait-ce qu'un tout petit peu,
c'est une brèche et tu vas pas y arriver. Il faut vraiment y aller jusqu'au bout. Il faut faire le geste complet jusqu'au bout pour que quand t'as dit j'ai pas réussi, c'est que t'as vraiment tout essayé et que du coup t'as pas réussi parce que vraiment c'était pas fait pour être, tu vois. Mais sinon, j'avoue que nous on est dans cette persistance. En fait, je pense qu'il y a peut-être une pudeur à la française qui nous manque, les Québécois. Enfin, je parlerai des Nord-Américains en général, mais surtout les Québécois. Moi, j'ai vraiment ce truc de quand j'ai décidé quelque chose, c'est comme a dog with a bone, tu vois. Je lâcherai pas jusqu'à ce que ça se passe, ou bien qu'on m'explique vraiment que c'est pas possible, et auquel cas, genre, je me fais une raison et je passe à autre chose. Mais je crois que ça, c'est le conseil, ce serait de pas lâcher, aussi de s'entourer. Je pense que c'est important de savoir là où on a des faiblesses si on connaît pas le métier. Je pense que nous, là, un exemple, c'est typiquement, on n'a jamais fait de levée de fonds parce on est autofinancé, on n'a pas d'investisseurs. Bah, si un jour il faut qu'on fasse une levée de fonds, je crois qu'on aimerait bien quand même avoir quelques avis. Donc, on irait trouver des gens qui peuvent nous conseiller, etc. Et cet investissement qui paraît pour certains colossal dans les débuts, au final, va vraiment payer sur le long terme. Et je pense que c'est important de bénéficier de toutes les erreurs que quelqu'un d'autre a fait. Et il va t'amener via son jus de cerveau toutes les choses qu'il a distillées, tu vois. On va parler justement de la manière, on va arriver chronologiquement à cette manière dont vous êtes, à cet attelage que vous avez construit pour bâtir justement le groupe. Toi, on se parlait de cette première expérience où tu commences en bas de l'échelle. À ce moment-là, tu te dis que c'est un savoir qui va t'être utile, ou est-ce que tu es dans une période où de toute façon tu viens de quitter un environnement, tu sais pas trop, ou est-ce que tu dis ok, je vais démarrer là et j'ai un plan et je veux... Ouais, j'avais pas de plan. Moi, j'avais aucun plan. Et c'est très, comment dire, avec Harry et Julia, on est vraiment similaires sur ce point. On est très, très intuitif. On travaille beaucoup à l'intuition. Ce qui, je pense, jusqu'à un certain niveau peut vraiment être positif. Mais après, il y a un moment où il faut basculer dans un peu de stratégie et de big picture thinking. Mais dans un premier temps, on a vraiment fonctionné sur le feeling. Moi, j'ai toujours travaillé au feeling. Mon feeling m'a emmené dans ce resto. Ce resto m'a permis de découvrir le vin nature, puis ils m'ont payé des cours de sommellerie, ça m'a permis de devenir sommelière. J'ai rencontré des gens qui m'ont envoyé en France pour faire de la promotion des vins de glace québécois à base de pommes. Ça m'a permis de rencontrer Catherine Breton, qui est devenue une de mes mentors, qui m'a permis de rencontrer Grégory Marchand, qui m'a donné ma chance au Frenchie, qui m'a permis, de rencontrer Harry, avec qui je suis associée aujourd'hui. Donc, en fait, tout est, il faut faire confiance à la vie, ça c'est sûr. Et il faut se faire confiance à soi, non se dire, ok, genre, j'écoute mon ressenti profond de genre, ça fait du sens, j'y vais. Je sens de l'ouverture, c'est du oui. Je sens de la fermeture, c'est du non. Et de genre, s'aiguiller comme ça. Tu vois, ça, je pense que c'est super important. Il y a une forme de ressenti là-dedans, de sentir le courant vers là où ça passe. Et il faut qu'on en parle justement parce qu'il y a quand même une partie de ta vie qui a été consacrée à la sommellerie. Oui. C'est aussi pour ça que tu as été connue en premier lieu. Comment tu as découvert cet environnement-là? Qu'est-ce qui t'a parlé justement dans le monde du vin, qui est un monde dans le monde, hein, dans la gastronomie? C'est encore une chapelle dans tout le... Qu'est-ce qui t'a parlé dans cet univers? C'est le côté impossible à arriver au fond du sujet. C'est un élixir et un breuvage qui traduit beaucoup de choses, notamment un endroit, une façon de faire, un être humain, son énergie, un climat, des conditions météorologiques, parfois des centaines d'années de travail derrière. Ouais. Tout ça sur un seul breuvage qui est fait avec un fruit qui s'appelle le raisin. Et qui chaque année est un peu différent en plus. Exactement. Et qui chaque année est différent et qui sent plein de choses, des fois le raisin, mais souvent pas le raisin. Et j'étais comme fascinée par ça. J'ai aussi eu la chance, quand j'ai donc travaillé dans ce premier restaurant, le Club Chasse et Pêche, tout le monde en salle, et c'est le cas beaucoup au Québec, mais ils sont passionnés de vin parce qu'ils sont pas, enfin maintenant oui, mais ils étaient à l'époque pas vraiment pays producteurs de vin. Donc il y avait une vraie curiosité, une ouverture d'esprit sur les vins du monde entier. Ouais. Et beaucoup de gens dans la restauration, dans laquelle je gravitais, étaient passionnés de vin, et on se faisait tout le temps goûter plein de choses. Et moi, j'y connaissais rien. Mais le sommelier, qui travaillait au club, il faisait des dégustations chaque mercredi avec toute l'équipe, genre du plongeur jusqu'au manager. Tout le monde était le bienvenu, et tu goûtais tout le temps à l'aveugle. Donc en fait, on goûtait plein de choses à l'aveugle comme ça. Et au fil du temps, il m'a dit, franchement, je sais pas, mais t'as un nez, t'as un truc, il y a quelque chose. Enfin, je pense que tu devrais l'explorer et tout. Et j'étais en mode, ouais, enfin, moi, j'aime bien boire, c'est cool, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et un jour, j'ai mis le nez dans un Chenin blanc de chez Agnès et René Moss en 2008. Et j'ai pas compris, en fait. Il y a comme un truc dans mon cerveau qui était là, mais genre, comment est-ce qu'un vin, enfin, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent la craie. Ça me rappelait à genre des souvenirs d'enfance, de miel dans le granola. Enfin, vraiment, ça m'a genre projeté dans un genre de Madeleine de Proust, mais vraiment genre intersidéral, ouais. Et là, j'étais là, ok, ça c'est genre intéressant. J'ai envie de explorer ça.
Et tu vois, en parallèle de ça, je m'étais inscrite dans des cours de sexologie à l'Université du Québec à Montréal, puisque je suis passionnée aussi par tout ce qui est le lien humain, la psychologie. C'était un programme hyper intéressant parce que ça traitait aussi des sujets de genre, le féminisme et tout. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui rejoignait beaucoup de mes intérêts. Mais quand j'ai plongé dans le vin, j'ai mis ça de côté et je suis rentrée, je me suis donné corps et âme. Ouais, ça a pris toute la place. Et c'était comme une obsession. Enfin, je voulais absolument comprendre d'où venait, comment, pourquoi. Donc j'ai fait ce cours de sommellerie qui était incroyable, mais qui a vraiment, je pense, maintenant avec le recul, ça m'a donné les bases. Mais pour tous les gens qui veulent s'intéresser au vin, il suffit d'aller à la rencontre des êtres humains qui le font. Et donc c'est pour ça que ça m'a amené à vouloir vivre en France. Et ma mère est française, donc comme je disais, c'est l'avantage d'avoir une mère française aussi parce que j'ai le passeport français. Ouais. Et donc j'ai débarqué en France avec cette envie d'aller voir les vignerons et d'explorer en fait leur univers, de comprendre comment ils en arrivaient là, pourquoi. Enfin, tu vois, il y avait vraiment une notion de curiosité très profonde pour quelque chose qui me dépassait complètement et qui était très passionnant. Ce qui est marrant dans la résonance qu'on peut établir avec l'idée de l'entrepreneuriat, c'est cette notion de spontanéité. C'est-à-dire que tu vas aller vers un univers, tu vas décider de le creuser et d'y aller vraiment profondément parce que tu vas être reconnu, on parlera, tu as même reçu un titre qui est quand même très très prestigieux, mais t'y aller très naturellement en fait. Tu t'es dit sans forcément avoir un plan, ni une perspective, ni l'idée d'en faire quelque chose, je veux dire, de bâtir une entreprise. Ça m'intéresse, j'y vais, je m'y consacre. Oui. Point. Oui, voilà. À instant présent... Oui, c'est vrai. Pas hyper courant, en vrai. Enfin, je veux dire, quand on fait des projets de vie, souvent on se dit, oui, mais attends, et si ça marchait, ça faudrait faire. Oui, c'est vrai que c'est atypique. Bim, ça me plaît, j'y vais, je fonce. Oui, c'est vraiment la façon que j'ai de fonctionner en général, c'est vrai. Mais du coup, ça a bien marché, j'ai l'impression, quand même. Ouais, parce que l'investissement est... Non, mais en vrai, moi, là où je trouve ça très rassurant, finalement, et je pense à ceux qui nous écoutent, c'est que quand l'investissement est complet, total et sincère, in fine, je pense qu'il n'y a pas de raison que les choses ne fonctionnent pas. Et en l'occurrence, sur le terrain de la sommellerie, pour toi, on peut dire que ça a plutôt été une forme de réussite, en l'occurrence. Oui, je pense que c'est aussi quand on va en fait, c'est ça le truc, c'est quand on va vers les choses sincèrement qui nous intéressent et nous passionnent réellement et qu'on y va sans une attente de reconnaissance spécifique. Souvent, c'est à ces moments-là que la reconnaissance vient ou bien que du moins le succès, entre guillemets, comme on peut le succès, c'est quelque chose, c'est un autre sujet, hein, mais je veux dire, le succès perçu, en tout cas, peut venir spécifiquement, je pense, quand on se donne vraiment corps et âme à un sujet qui nous passionne. Je crois que c'est important de vraiment s'y consacrer et en faire juste une idée, un business, quelque chose. Enfin, je me suis jamais dit à aucun moment je veux absolument être meilleure sommelière de France, je veux absolument avoir des business, ça m'est jamais passé par la tête, même si je crois que, et là c'est important aussi de travailler sur ce point-là, c'est les pensées limitantes. J'en ai peu. Parce que ma mère, alors j'ai des traumas comme tout le monde, mais ma mère m'a tout le temps dit un truc, et ça c'est un truc de fou, mais ça me vient souvent quand je suis un peu en mode qu'est-ce que je vais faire et tout. En fait, si tu mets ton esprit sur un point et tu décides que tu vas réussir, tu vas réussir. Ouais. Juste ça va se faire. Donc juste motive-toi, fais-le et ça ira, tu vois. Et c'est vraiment ça me conforte souvent. J'y pense à cette parole qu'elle m'a toujours donnée. Ouais. C'est une forme de conduite qu'on retrouve quand on fait du cheval ou de la moto. Ah bon? Quand tu prends une courbe, en fait, si tu fixes un point, spontanément, ton corps se met et fait que tu y vas en fait. Et comme le tu surf. L'apprends bien. Ouais. Peut-être. Ça, ta collègue pourrait en parler, je pense. Julia pourrait absolument parler. Et il y a un truc. Oui, il y a vraiment un truc. Tu fixes le point et ça s'aligne en fait. Ouais. Tu vas dans la direction où tu regardes. Ça, c'est sûr. Intéressant. Qu'est-ce que tu vas découvrir justement du monde de la salle quand tu vas explorer la sommellerie, quand tu vas arriver en France, quand tu vas faire tes premières expériences? Est-ce que le monde du restaurant va te produire comme ça une somme de révélations? Est-ce que tu vas commencer à creuser ce rapport que tu as déjà un peu esquissé comme une forme de représentation Oui, ça continue et ça va plus loin encore parce que là, je me sens encore plus passionnée du fait que je peux parler non seulement de la cuisine d'un chef, mais aussi de vin de personnes que j'ai rencontrées, parce que pour moi, c'était très important quand j'ai commencé notamment au Frenchy, et c'est Greg qui m'a donné ma chance d'être la première sommelière de son restaurant en 2011. J'ai vraiment voulu pouvoir voyager, aller voir les vignerons, et tous les week-ends pendant presque 1 an et demi, je partais dans toutes les différentes régions de France. Je suis allée en Italie, je suis allée en Espagne, je suis allée à plusieurs reprises en Bourgogne parce que c'était vraiment une passion. Enfin, c'est toujours une passion, mais c'était vraiment la passion. En Champagne, en Loire, enfin j'ai fait vraiment toutes les régions françaises parce que vraiment ça me passionnait et je voulais vraiment pouvoir parler aux clients des humains derrière les étiquettes. Pour moi, c'était le plus important et je trouvais que la sommellerie était très poussiéreuse à des endroits
les sommeliers et les sommelières parfois, mais il y en avait pas tant que ça à l'époque, gardaient un peu jalousement les connaissances du vin comme d'une façon un peu très excluant. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aime pas quand les gens, je pense que l'humain a besoin de se sentir inclus, vu, entendu, compris, tu vois. Et en fait, j'avais envie de décomplexer ça en disant, là, je vais vous faire goûter le vin de Catherine. Et là, récemment, avec son mec, ils ont fait ça, ils ont essayé ça, ils ont tenté, ils ont acheté un cheval, ils ont voulu labourer. Et ça a pas marché. Et du coup, ils ont galéré. Et j'étais avec eux le week-end dernier. Quoi, mais vous étiez avec eux? Oui, ils sont trop gentils en plus parce que du coup, là, ils viennent d'avoir un bébé. Et du coup, les gens sont là, genre, ok, donc je suis dans un truc où je bois le vin d'un pote presque parce que j'ai envie. Et du coup, plein de clients sont finalement allés voir Catherine ou d'autres vignerons pour découvrir en fait l'humain derrière l'étiquette, parce que c'est ça qu'on recherche finalement. Le lien humain est fondamental pour la survie de notre espèce. Depuis le début, tu dis que tu crées des prolongements. Quand tu parles de traduire la cuisine de la même manière que tu parles du travail des vignerons, là, tu ne parles que du fait de prolonger le geste par ta parole et le récit que tu vas en faire en salle, quoi. Il s'agit de ça. Oui, c'est vraiment une sorte c'est créer des ponts pour que les gens puissent se retrouver, en fait. Quand les gens me parlent de leurs envies, leurs projets et tout, j'essaie vraiment de créer des ponts entre vraiment leurs compétences et leurs envies et genre leur passion. Enfin, je me dis qu'en fait, j'aime bien l'idée que les gens puissent voir que c'est simple au final, que c'est pas complexe, il faut pas 350 années de thérapie nécessairement, de coaching, etc. Je pense que juste, il faut se faire un peu confiance, tu vois. Et en l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui n'ont pas les compétences de représentation ou qui n'ont pas l'envie non plus parce qu'ils ont des caractères parfois très discrets, artistiques. Et d'ailleurs, c'est un peu l'idée d'un agent pour un artiste. Donc, je pense que d'une certaine façon, les serveurs, les sommeliers passionnés, on est un peu des agents pour les cuisiniers, des agents pour les vignerons. Et on est un peu là pour leur donner une voix là où eux n'ont pas le temps, ni l'énergie ou l'envie nécessairement d'en avoir une. C'est quoi les bons critères pour toi, justement? Parce que tu parles d'une attitude, tu parles d'une manière de traduire. C'est quoi un bon sommelier? Je demande ça à la personne qui a été élue meilleur sommelier de France, non? Sommelier de l'année, c'était en quelle année? 2020. 2020 par Goemio, c'est ça? Ouais. Pas rien? Non. Surtout que ils m'ont annoncé sur scène que j'étais la première femme en 50 ans à avoir ce prix, donc j'étais très contente parce que pour moi c'était important pour que d'autres jeunes sommelières disent ok, c'est possible. De vivre dans ce monde-là, d'être dans ce monde. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui déjà a envie de faire plaisir à la personne qui est en face d'elle ou de lui, mais surtout qui a envie de la comprendre déjà. Donc en fait, il y a des gens qui vont dans les restaurants et ils veulent juste boire un verre de blanc et ils ont pas envie d'entendre l'inclinaison de la pente et ils ont pas envie que tu leur racontes que c'est un cépage hybride de je sais pas trop. Ils s'en foutent. Ils veulent juste que rapidement on leur donne un verre de vin, qu'on leur pose pas trop de questions parce qu'ils connaissent rien et que ça les met mal à l'aise et qu'ils veulent juste se sentir genre à l'aise et calme et pouvoir discuter avec peut-être la première fois qu'ils voient une meuf ou la première fois qu'ils rencontrent leur belle-mère ou genre ils viennent de se séparer. On sait pas leur vie en fait. Donc pour moi, il y a ce truc de l'appréhension de l'autre, de savoir à qui on s'adresse. Ouais, je pense que pour moi c'est important de connaître le public qu'on a en face de soi. Après il y a des gens qui sont très clairs sur leurs envies. Ils sont épicuriens, ils viennent pour une expérience, ils veulent découvrir la cuisine d'un chef, ils ont envie d'un vin délicieux, ils savent un peu ce qu'ils aiment. Donc là, il y a une conversation où on parle un peu plus le même langage. Mais je pense qu'un bon sommelier, il est capable de comprendre qui il a en face de lui. Donc il y a un petit côté profilage déjà. Oui, il y a un côté profilage. Donc il faut avoir une forme de sensibilité aussi presque quasi psychologique sur comprendre ce qui se passe pour la personne. Et très vite. Et très rapidement. Et du coup, c'est là où je pense l'intelligence émotionnelle est cruciale et il faut la développer plus. Dans les cours de sommellerie, c'est absolument pas développé, c'est pas un sujet. On parle vraiment de connaissances intellectuelles et aucunement de connaissances émotionnelles. Or que le métier qu'on fait, c'est complètement émotionnel. Ouais. Et donc, je pense que la première chose, c'est donc profil. Ensuite, c'est questions. Je pense que c'est important d'être curieux. Nous, on a dans notre tête notre carte des vins, toute la bibliothèque de connaissances qu'on a, comment on goûte les vins en ce moment. Parce que l'idée, c'est qu'il faut régulièrement goûter les vins. Alors là, je parle des vins vivants parce que pour moi, les seuls vins qui valent vraiment le coup, entre guillemets, c'est les vins qui sont quand même faits avec des levures indigènes, au moins avec une culture en bio, voire quelque chose qui ressemble à du bio. Et aussi, pas trop d'intrants et de choses qui dénaturent on va dire, l'image du moment, tu vois, de l'année. Ok, donc on est sur des vins vivants. Donc déjà, vins vivants. Et ensuite, sachant qu'ils sont vivants, ils sont changeants. Donc là, si le vin est dans une bonne énergie, mauvaise énergie, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il est ouvert, comment ça se passe? Donc du coup, ça, c'est aussi important que le sommelier l'ait en tête.
Et après, c'est la curiosité. Donc, c'est genre, OK, qu'est-ce que la personne veut? Bah, je veux un verre de blanc. OK, mais genre, j'y connais rien. Genre, en mode, ne me dites pas rond, riche, je comprends rien. OK, bah, moi, je veux revenir à l'essentiel. Donc, ce que je conseille souvent aux sommeliers, c'est juste de se rabattre sur ce que les gens savent. Donc, est-ce que vous aimez le chocolat? Est-ce que vous aimez les prunes? Est-ce que vous aimez l'acidité? Est-ce que vous aimez la mer? Est-ce que vous aimez le pomelo ou vous aimez les oranges? Genre, juste, c'est une question simple. Les oranges, très bien. Est-ce que vous aimez la pêche? Est-ce que vous aimez... Enfin, tu vois, tu rentres dans un truc un peu plus ludique, léger, et les gens sont là, tu crées une grille, et si tu me dis j'aime la pêche, j'aime l'orange, je sais pas, genre j'aime l'eucalyptus, enfin bref, tout comme ça, je vais peut-être t'aiguiller plus sur genre Viognier, Vallée du Rhône-Nord, ou bien un vin du Roussillon avec du Macabeu, pourquoi pas. Si tu me dis j'adore les citrons, j'adore, je sais pas, les trucs comme ça, je vais t'amener sur, je sais pas, Chablis ou Riesling, tu vois. Et en fait, c'est essayer de juste décomplexer en fait tout le blablabla là autour du vin, qui fait que les gens, ils sont intimidés, et donc ils se sentent pas bien, et donc ils sont pas dans des conditions propices à genre boire et manger. D'autant plus que en ce moment, on est dans une situation globale où c'est très anxiogène. Donc en fait, les gens amènent cette anxiété au restaurant. Donc en plus d'être un sommelier, t'es aussi quand même quelqu'un qui est là pour les accompagner, pour qu'ils se détendent dans leur système nerveux et les rendre réceptifs à ce que tu vas leur amener. Une couche de stress, oui. Je vais te parler de toutes mes connaissances. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est humble, curieux, qui a une bonne intelligence émotionnelle et qui est pas là pour vendre ce que lui il aime, mais qui est là pour vendre des choses qu'il a sélectionnées, qui peuvent convenir à un grand panel de gens. Ça, c'est mon avis. Après, il y a plein de gens qui disent non, il faut vraiment être puriste et faire comme on a envie, et ça, c'est très bien aussi. On peut aller chercher ça. Mais pour moi, je pense j'aime vraiment cette notion d'inclusivité. Et de sensibilité, et de faire que les gens se sentent bien en fait. Ils sont là pour être agréablement surpris en fait. Ce discours-là, tu le tiens rétrospectivement des années après avoir été sacré. On en parle, c'était il y a 5 ou 6 ans. On sent c'est le fruit d'une réflexion. Est-ce que c'est cette vision justement de ton métier, du rapport à l'autre, du rapport à la salle finalement, et de la place qu'on doit se prendre dans un restaurant, qui t'a petit à petit amené à l'idée de passer de sommelière à je vais peut-être ouvrir un lieu aussi, et puis 2, et puis 3, et puis comment elle s'est faite cette transition, en tout cas, de j'appréhende la salle à peut-être je vais commencer à le faire moi-même? En fait, on a toujours, avec Harry, au début, quand on était au Frenchy, on a commencé à faire des pop-up, on a fait des restos éphémères au tout début, avant même que ce soit maintenant très monnaie courante, mais on a été dans les premiers à faire ça, parce qu'on avait un besoin de s'exprimer nous-mêmes sur ce qu'on pensait et ce qu'on avait envie de donner en fait comme expérience aux clients. Donc je pense que l'âme entrepreneuriale, je l'ai toujours eue. Je veux dire, quand j'avais 8 ans, j'ai ouvert un stand de limonade qui n'a absolument pas fonctionné pour plein de raisons. On adore cette idée. À 8 ans, le stand de limonade. Attends, faut que tu nous racontes. Il était où? OK. En gros, c'est tellement l'histoire je pense qu'elle a formaté toute ma vie. Ah ben voilà. Alors ça se sent. C'est pour ça que je me permets de... Donc, le stand de limonade. Donc, j'ai 8 ans. Donc, j'habite à Montréal. Et à Montréal, on a des rues où, en fait, les escaliers sont à l'extérieur. Et j'habitais au 2e étage. Et j'ai dit à ma mère un jour, je lui ai dit, j'ai envie d'ouvrir un stand de limonade. J'aimerais bien. Je trouverais ça cool. Elle me dit, OK, très bien. Et là, bon, classique. Ma mère, elle me dit, par contre, on va faire ça bien. Donc, on va aller chercher des citrons. Tu vas faire ça avec du miel, dans des vrais verres, avec des glaçons. Tu vas presser le jus. Tu vas tout faire toi-même. J'étais là, OK, d'accord. J'arrête à ce stade de l'anecdote parce que le réflexe de ta maman, là, est un truc très fondateur aussi. Oui, de dire, OK, on va faire un petit truc, mais par contre, on va le faire bien. Du début à la fin. C'est ça. Et surtout, on va faire ça avec des vrais produits, et du coup, ma mère qui dit littéralement texto, pas de la merde en canette congelée. Donc, je fais là, OK, bon, d'accord. Donc, du coup, c'est du travail. Donc, tu vas chercher, machin. J'arrive, donc j'installe ma table. Et il faut savoir qu'il y avait, sur ma rue, il y a un côté ensoleillé, un côté à l'ombre. Moi, je suis côté ombre. L'autre côté était ensoleillé. Et de l'autre côté, il y a une gamine de 11 ans avec son papa qui ont décidé eux aussi de faire un stand de limonade. Putain. Et ouais, ma compétition numéro 1. Et donc, elle, par contre, c'est les canettes congelées, roses, avec des verres en plastique, des pailles, parce que du coup, les gens peuvent les prendre pour emporter, n'est-ce pas? Et c'est plus commode. Donc, moi, je suis là avec mes trucs en verre et donc, je me souviens. C'est génial, on voit le film, hein. Cette scène, elle est juste, Et on peut pas l'inventer. Et donc, je suis là, et ma mère me laisse toute seule, hein. Elle est pas avec moi. Je suis seule avec mon truc et tout. Donc, c'est un peu traumatisant quand je me dis, oula, quand même. Bon, après, juste prenons le contexte, c'est qu'à Montréal, c'est très sécuritaire. En tout cas, à l'époque, ça l'était. Et il y avait aucun souci. On se baladait tout le temps dans la rue, avec tous les potes du coin.
Mais et donc je suis là avec mon stand et tu sais j'attends parce que c'est ce qui se passe quand tu lances un projet. Souvent tu peux faire un peu de communication, mais là je n'avais pas fait de communication. C'était il y a très longtemps, donc c'était avant l'époque des réseaux. Et donc il y a des gens qui passent, tu vois. Et en fait il y a un parc pas loin, donc il y a plein de gens qui passent en vélo. Les gens s'arrêtent et je me souviens de ce sentiment de profond désarroi quand les gens choisissaient pas de venir à mon stand et allaient vers la petite fille blonde avec son papa qui l'aidait sur son petit stand au soleil avec la canette rose, machin, et gens qui prennent et qui s'en vont et tout ça. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui vient et genre il s'arrête et il regarde elle, il regarde moi et là il vient vers moi et il fait c'est combien ta limonade et tout. Et là je lui dis bah en fait t'es obligé de la boire ici parce que du coup c'est des verres en verre parce que ma mère elle veut pas que j'utilise du plastique. C'est $1. Elle c'était 50 centimes. Donc c'est $1 et genre je te mets c'est fait maison, j'ai mis du miel machin. Donc là il me fait OK et là tu sais il me regarde il fait OK. Il me fait j'ai pas d'argent sur moi mais genre je vais aller chercher et je reviens tu sais. Et donc tu sais je me dis bah ça se trouve il va pas revenir, tu vois, je suis là genre toute genre triste, c'était vraiment genre quand j'y repense, j'ai trop de la peine pour moi enfant, genre c'est trop mignon. Et donc le monsieur s'en va et moi tu sais j'attends et là, elle continue à cartonner. Là moi je suis là genre, je la déteste. Et donc et il revient et tu sais il me donne le dollar, il dit ah c'est trop bien alors ça t'a pris combien de temps, tu sais il me pose des questions trop mignons et genre il boit sa limonade et tout et puis il dit bon bah écoute merci c'était trop bon à la prochaine, tu vois, il s'en va. Et ça se finit comme ça. Je vends une limonade et elle en vend genre 15, tu vois. Donc ça se finit comme ça où je replie mon truc et tu sais je remonte et ma mère elle est en mode bah alors c'est passé comment et tout. Je fais bah je sais pas, j'ai vendu une limonade. Elle me dit oui, bon en même temps elle était de l'autre côté de la rue, il faisait soleil, c'est normal, tu vois. J'étais en mode quel rapport avec le soleil, tu vois, je comprenais pas. Mais du coup dans ce moment-là, tellement de choses se jouent là. Tellement de choses se jouent et je pense que c'était le moment fondateur de ma vie d'entrepreneur. La première pierre à l'édifice qui s'est mise à ce moment-là et qui m'a genre appris tout ce que potentiellement je sais aujourd'hui, quoi. Alors, pardon, parce qu'on va pas faire l'inventaire de tout ce que raconte ce truc-là, mais en même temps, si on devait faire une masterclass, peut-être qu'on devrait s'en arrêter au stand de limonade. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? On se parle d'un emplacement. Oui. On se parle d'un produit. Ouais. On se parle de valeur, d'intention, de préparation. C'est quoi les... Demande, offre, d'apparence, des choix. Est-ce que c'est commode? Est-ce que c'est pas commode? Takeaway, pas takeaway, sur place, pour emporter. On parle d'absence de communication parce que clairement j'aurais pu aussi mettre plein de posters enfin il y a plein de choses qui auraient pu se passer qui auraient peut-être permis à ce que je vende plus qu'une seule. Mais ce qui est intéressant c'est que le contact avec cette personne qui m'a donné donc de son temps, de son énergie, c'est en fait aussi ça parle de quelle clientèle tu veux, à quelle clientèle tu t'adresses. Et aussi, t'as la clientèle que tu mérites peut-être aussi, tu vois. Et je pense qu'il y a tellement de choses qui se sont jouées dans cet instant-là qui plus tard m'ont tellement servi. Genre je pense au chardon avant qu'on achète le chardon parce que pour revenir sur l'histoire qui s'en est suivie, on a fait des pop-up avec Harry, avec Julia, donc Julia qui est notre associée aujourd'hui et qui s'est jointe à nous très rapidement au début de l'histoire, qui était l'ancienne DG du groupe XP avant qu'ils commencent leur aventure hôtelière, mais qui a donc énormément d'expérience dans le scaling, dans la croissance, en tout cas la structuration d'un groupe. XP à l'origine, c'est des bars, l'Experimental Group, donc on est vraiment sur des bars cocktails qui ont vraiment une grande vague à Paris. Exactement. Dans les années 2010. Exactement. Pile en même temps que la vague Frenchy, Chateaubriand, Septime. Enfin, on est arrivé un peu, on était tous sur sur cette vague. Et Julia s'est jointe à nous et en effet, on a décidé de faire des résidences plus longues parce qu'en effet, 3 bouches à nourrir en vrai. Donc, il faut faire des projets de plus d'envergure. Ouais. Et donc, on s'est dit, vas-y, on fait des résidences plus longues. Ça nous a amené de fil en aiguille à travers plein de pays, Espagne, Italie, Fès, Japon. On arrive au Maroc. Donc, vous faisiez quoi? Vous vendiez votre trio? En fait, on disait, on va récupérer un espace et on va proposer à manger dedans et on récupère un montant et on partage. Soit on donne un montant à la personne qui nous host, soit on nous host gratuitement parce que ça crée une attractivité pour le lieu en soi. Ouais. C'était un deal un peu comme ça et c'était de fil en aiguille comme ça. On en a fait de plus en plus et celui qui nous a fait, on va dire, atterrir dans le sud de la France, c'est l'hôtel Norpinus à Arles. Ou l'ancienne institution des rencontres, voilà, qui nous a demandé Anigou, qui était donc la propriétaire à l'époque,
qu'on a rencontrée à Fès, puisqu'elle a un hôtel aussi à Tanger, nous a proposé d'être les chefs en résidence le restaurant en résidence pour la période d'été 2015. Donc, on n'avait jamais été à Arles. On ne connaissait pas Arles, on ne connaissait pas les rencontres de la photo, on ne connaissait rien de tout ça. On n'avait jamais mis les pieds dans ça. On arrive, on débarque avec nos valises et tout. Elle nous montre l'espace. Elle nous montre la cuisine. Elle nous dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On fait, OK, on y va, tu vois. Et pareil, on est allé à fond. On a fait un énorme été, absolument un gros succès. Comment vous répartissez vos rôles? Julia et moi, on a fait du service, Okay, même si c'est pas son rôle à la base. Ouais, moi, je suis très service. Harry, il est en cuisine. Mais Julia, sa force à l'époque, c'était vraiment toute la partie RH. Enfin, elle faisait toute l'administration, elle faisait le social et l'admin et la compta. Et il y avait une compta très précise à tenir parce qu'on avait vraiment, on était directement connecté avec l'hôtel et il fallait qu'on fasse gaffe de bien séparer. Donc il y avait un gros travail d'admin. Et en plus, elle faisait les services. Donc en fait, c'était une époque où on travaillait sans arrêt, quoi. C'était vraiment intense. Mais pendant 2 mois et demi, et après ça s'est arrêté. Au terme de ces 2 mois et demi, on s'est dit waouh, c'est fou, genre quelle expérience de dingue. Le fooding nous a donné un prix, le meilleur pop-up, donc ce qui était inédit à l'époque pour un restaurant non fixe. Donc pour nous, c'était une consécration. On était trop contents. On s'est dit c'est dommage de partir parce qu'on avait l'idée de quitter la France, d'aller ailleurs et tout, mais en fait on s'est dit c'est dommage quand même parce qu'on est quand même dans une bonne énergie. Il y avait des articles. Il s'est passé un truc. Cool. Ville incroyable. En plus vous découvrez Arles au moment où ça devient une banlieue parisienne, pour le dire gentiment. C'était en 2015. Grosse hype. C'était la hype qui commençait vraiment à aller très haut. Et en effet, on s'est dit, vas-y, on achète un resto, on se fait un truc ici, mais on achète un resto où ce sera l'inverse de ce que nous, on a fait jusqu'à présent. Genre, on achète un resto et on accueille des chefs en résidence. Et vu qu'on a tellement voyagé et que dans nos voyages, on a rencontré d'autres chefs qui faisaient exactement comme nous, mais plutôt du monde entier et moins des Français, on s'est dit, vas-y, on les fait venir. Donc, on avait plein de contacts. Et donc, ça nous a permis d'avoir un gros réseau international de chefs, on va dire, itinérants. Et quand on a voulu acheter le Chardon, à la base, on était sur 2 différents lieux. Il y en a un qui était vraiment dans une petite rue, pas du tout bien passante, mais vraiment pas cher, c'était genre 20 000 euros. Et l'autre qui était dans une rue, le Chardon, qui était à 60, donc 3 fois le prix. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup de ronds et on était vraiment sur un truc en mode, il faut qu'on supplie une banque parce qu'on avait peut-être 40 000 euros d'apport, ce qui était pas mal, mais bon. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et je me souviens que je m'étais assis en face du Chardon pendant 4 jours pour voir les flux. Les flux, ouais. Et je me suis rappelé de ce moment avec le stand de limonade. Je me suis dit, il faut que je sache parce que l'emplacement, c'est important. Donc, du coup, une petite leçon qui revient genre 25 ans plus tard. Et en fait, j'ai vu que, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que les gens arrêtent pas de prendre des photos parce qu'il y a je sais pas si tu connais le Chardon, mais il y a une petite cour avec une fontaine ancienne, magnifique, classée. Et les gens arrêtent pas de prendre des photos de cette cour qui est super belle. Et donc, je me suis dit, OK, c'est là, il faut qu'on aille là, même si c'est un poil plus cher, et je pense que ça vaut vraiment la peine. Donc, on a acté ça, quoi. Et l'aventure a démarré. Et l'aventure a démarré avec le Chardon. Et a très bien démarré, très rapidement. Hein. Oui. Et puis, on a continué à faire l'hôtel Nord-Pinus, c'est-à-dire que Harry était en résident à l'hôtel Nord-Pinus 15, 16, 17. On a fait le Chardon à partir de 2016. Et puis, en 2016 et en 2017, on a aussi fait un projet avec Sam Sturze, le directeur des rencontres d'Arles, et la famille d'Actes Sud, qui avait un espace qui s'appelle Croisière aujourd'hui, et on a créé un genre de petit chiringuito avec des tacos et tout. Et ça a été un autre petit pop-up éphémère qu'on a créé pendant 2 ans. Qu'est-ce qui match selon toi dans votre trio avec le reste du monde, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait que là, très vite, en quelques années, finalement, on va se dire, ces 3-là, il y a des trucs, tu vois, tu parles d'Actes Sud à Arles, voilà, c'est... On est très carré, en fait. En fait, on manage notre business comme si c'était genre une multinationale. Ça paraît un peu étrange à dire, mais on est extrêmement genre carré dans notre façon de faire, dans nos interactions. Genre, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Alors, on se trompe, hein, comme tout le monde, mais en général, on essaie vraiment d'être extrêmement organisé, explicite dans ce qu'on fait. Et après, on est très, on est exigeant sur la qualité et l'offre et le service. On aime vraiment l'idée que les gens qui viennent bosser avec nous, c'est des gens hyper gentils, bienveillants, drôles, intéressants, de plein. Ça fout la pression quand même pour être regroupé. Globalement, je dirais que la plupart de nos salariés c'est des gens qui sont très uniques, très intéressants. Ils ont leur vision, je pense qu'on aime bien l'idée que ce soit vraiment incarné.
On veut pas créer un truc lisse, scalable. Donc, on est le cauchemar de un investisseur parce que on n'est pas du tout dans ce truc de scalabilité. On aime les trucs qui sont très incarnés, très identitaires, très qualitatifs, où on peut avoir une agilité pour changer, pour faire des trucs, des pop-up, faire inviter des amis. Enfin, c'est vraiment genre ce truc très familial presque. Mais derrière ça, une grosse gestion des coûts, une attention aux détails, genre vraiment qui frôle la rigidité. Et je pense aussi, on est quand même globalement plutôt sympa tous les trois, c'est-à-dire qu'on aime bien les gens, on est curieux des gens. Quand on rencontre les gens, ils nous trouvent drôles parce qu'on est un peu. Enfin, Julia, mon associée, elle a une personnalité genre hyper solaire. Elle est déjantée. Harry, il a vraiment, il a beaucoup de, comment dire, les gens respectent dans le monde de la restauration. En tout cas, il est très respecté parce que c'est quelqu'un de très discret, très humble, mais qui travaille très fort. Il est encore dans son restaurant aujourd'hui. C'est pas le cas de beaucoup de chefs qui sont pas du tout dans leur restaurant. Il y est moins, parce que c'est normal après 20 ans de me lever le pied un peu, mais il est encore présent et donne beaucoup d'énergie aux équipes. Et je pense que on est tous vraiment, on se remet beaucoup en question, on essaie toujours d'évoluer, de se poser les bonnes questions et d'avancer. Donc ça, je crois que ça nous a beaucoup aidé à s'attirer un peu des gens qui nous ont valorisés, qui avaient envie de bosser avec nous. Je pense que ça répond à la question. Comment on passe justement de cette époque où on commence à construire justement un ADN, des valeurs, parce qu'on comprend que c'est des valeurs finalement, parce que chaque lieu a sa singularité. Pétrin Couchette est quelque chose qui n'a rien à voir avec le reste des propositions, la mercerie n'a rien à voir non plus avec le chardon. Chaque projet a sa singularité, mais c'est les valeurs qui drive et qui font l'ADN commun. Comment on arrive à Marseille après, et comment vous allez écrire l'histoire, et pourquoi vous allez l'écrire comme ça et autour de ces lieux-là? La mercerie étant un de mes restaurants préférés à Marseille, Pétrin Couchette étant le meilleur sandwich, la meilleure manière qu'on puisse avoir de démarrer une journée à Marseille. Merci. Avec ce café et ce sandwich à l'œuf. Ah oui, le egg sandwich. Bam. On peut pas l'enlever, sinon c'est la révolution. Les gens, ils pètent un câble. On a essayé, je pense, une fois, il n'était pas dispo, les gens c'était drôle. La dernière fois que je suis venu à Marseille, quelqu'un a pris le dernier devant moi, j'ai cru que j'allais le buter. Oui, ça crée du meurtre. Ouais. On a, encore une fois, c'est toujours la même histoire, mais c'est drôle, mais on est vraiment dans un truc de serendipity, donc c'est très de fil en aiguille. On va, avec Harry et Julia, faire un off-site, donc où on se retrouve pour un peu cogiter les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on a fait de bien, pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, et dans quelle direction on va, et qu'est-ce qu'on voit comme objectif pour les 5 prochaines années, par exemple. Ça, c'était des choses que vous décidiez, genre on s'extrait, on se pose, et Ouais, alors on l'a fait, et tu vois, on l'a fait en 2016, fin 2016, je crois que c'était au début 2017. Parce qu'on venait de faire grosse saison à Arles, on avait ouvert le Chardon avec succès, ça allait bien. On avait fait le Chiringuito, ça allait bien. Donc en fait, on était en mode what's next, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, Harry, ça fait quand même, il faut penser que Harry, il a cuisiné dans les restaurants des autres. Et il a fait des pop-up, genre je pense qu'il a dû cuisiner dans 150 restaurants dans sa vie, de par tous les restaurants par lesquels il est passé pour faire sa cuisine. Donc il a vu tellement de différentes cuisines et chaque fois c'était pas chez lui, et je pense qu'il avait vraiment une envie d'avoir un chez lui. Et nous aussi on se disait c'est le moment pour lui de se poser, et on arrivait à cet âge, on va dire, on était dans le début de trentaine, donc on se disait vas-y on se fait un truc où c'est chez nous, parce que Chardon c'était pas vraiment notre restaurant, c'était vraiment le restaurant des gens qu'on aime et qui viennent, quoi. Un peu une pépinière, voilà. Alors on était en off-site à Marseille, parce que c'est la ville la plus proche, et que du coup, on avait découvert Marseille via Arles et qu'on kiffait, parce que c'était un peu encore rough around the edges, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, clairement. Mais il y avait vraiment comme un truc un peu d'ébullition, de début, de... Vous avez quand même ce truc qui vous anime, vous tombez à chaque fois dans des endroits qui commencent à... Oui, c'est vrai. On est juste sur le... frisson, le premier frisson. Ouais, c'est ça. Et nous, on aime bien ça on aime bien l'idée qu'on puisse amener aussi quelque chose à un espace ou à une communauté qui n'a pas encore nécessairement ça, tu vois. En vrai, j'y pense, là, faut vous suivre sur Instagram, comme ça, si on voit où vous allez, là, comme ça, on va se dire, ok, c'est là que ça va péter dans 5 ans, là, c'est cool. Allez, tout le monde à Mulhouse! Non, je déconne. J'adore Mulhouse. Ça serait bien, Mulhouse. Mais c'est vrai que, en tout cas, je pense que c'était sous-exploité. Et ayant vécu à Barcelone, on a vu en Marseille un Barcelone il y a 20 ans, tu vois. Donc, on s'est dit, tiens, c'est intéressant. Et on a un peu vu la scène, parce qu'on est très, très... En fait, ça, c'est un truc qu'on partage vraiment tous les trois. On adore manger et sortir au restaurant. C'est genre une de nos activités. C'est vraiment le truc qu'on kiffe le plus. Juste parce qu'on aime trop...
En fait, je pense que ce qu'on aime le plus, c'est être dans des endroits que les gens ont pensé avec tellement de cœur et tellement d'intention, et ça nous inspire vraiment, et du coup, ça nous nourrit. Donc ça, c'est ce qu'on aime vraiment faire, sortir au resto. On est comme des puces, genre on est incontrôlable quand on va au restaurant, tout le monde est là, genre vous êtes des oufs. Et donc on va chez Julia Samut à l'Idéal. Parce qu'on la connaissait, parce qu'elle venait tout le temps au pop-up du Nord Pinus et qu'on s'était rencontrés et que, en fait, beaucoup de Marseillais venaient au Chardon. On observait une grosse clientèle marseillaise et tous nous disaient, venez à Marseille, ouvrez un resto à Marseille. Donc on était en mode, ok. Et on arrive chez Julia et on lui dit, ouais, on est en off-site, on réfléchit aux prochaines étapes et tout. On se disait Londres, mais bon, Paris, c'est un peu saturé, qu'est-ce qu'on fait et tout. Marseille, mais venez à Marseille, mais venez ici. Je vais vous présenter Marianne, elle va vous montrer, il y a un local juste à côté qui vient d'être disponible, il faut absolument que vous le voyez. Donc, on est là. Donc là, Marianne, qui est notre fée incroyable, qui s'occupe des commerçants du 6e arrondissement de Marseille, nous montre la mercerie, qui est littéralement, donc si tu connais, dingue, hein, quand même, au coin de la rue, qui est quand même, il faut le dire, une mercerie historique qui a été la mercerie de tellement de familles marseillaises, mais qui est connue de tout Marseille, comme au même titre que Empereur, c'est un peu le même niveau. Devant le magasin, Père Blaise, pareil, institution. Bien sûr. Donc t'as Empereur, Père Blaise et la mercerie qui était très 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 connue. Et en fait, déjà ça, on avait capté qu'on était en plein cœur de Marseille, qu'on était vraiment près du Vieux-Port. Nous, c'est un point de vue extérieur. On connaissait pas Marseille. On savait juste qu'on était près du Vieux-Port, qu'il y avait Empereur, Père Blaise, chez Sauveur, Julia Samut, et que c'était une mercerie historique. Dingue. Et on s'est dit, donc on était en mode, bon, ok, c'est emplacement check, emplacement même avec d'autres commerces autour check. Il y avait toi, nous à l'époque qui était là aussi. Et donc, on regarde, je me souviendrai toute ma vie, on était tous les trois, il y a une photo encore de nous trois quand on a dit oui, mais on était devant la mercerie, elle nous dit bon, c'est là, c'est fermé, mais si vous regardez, donc on a fait comme ça, on s'est regardé, on était en mode c'est parfait. Et donc là, elle était là, ok, donc du coup, je vous mets en contact avec le propriétaire, celui qui gère, et donc on a rencontré notre bailleur, Monsieur Cagnard, qui nous a pris sous son aile. Monsieur Cagnard, c'est le représentant Marseille. c'est le représentant des propriétaires, mais c'est comme un agent immobilier, mais il est tellement gentil, il adore manger, il est super fan, et il nous a un peu présenté donc aux propriétaires qui avaient beaucoup de différentes personnes qui étaient intéressées, parce que c'est un emplacement quand même pas mal. Et il nous a, on a rencontré la famille en question qui est propriétaire, qui sont vignerons d'ailleurs, et ils nous ont, ça a matché. Ils ont une vieille dame de 95 ans qui a regardé Harry, qui a dit, et vous là, c'est quoi votre histoire? Alors donc là, il lui raconte, moi ça fait depuis que j'ai 16 ans que je travaille en cuisine et j'ai envie de faire ma propre, tu sais, avec son accent et tout, trop mignon. Et elle était là, ok, très bien, et genre juste ils nous ont validé et basta quoi. Et après on est allé voir la banque, on a eu un peu de mal quand même, mais c'était mieux parce qu'on avait les bilans du Chardon et tout, donc on a prouvé quand même une rentabilité certes. Et puis the rest is history. Ça a démarré. Ça a démarré tout de suite. La mercerie, il y a eu zéro inertie. C'était genre on a ouvert les portes, c'était plein. Et on a eu la chance d'avoir le 3e ou 4e jour Valentin Rafali qui débarque genre chez nous en mode j'ai 2 semaines de vacances, je suis à l'Intercontinental, mais genre ce que vous faites ça a l'air stylé, genre est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour filer un coup de main? Et le sous-chef venait juste de glisser, de se casser genre la cheville ou un truc comme ça, donc on était en mode si tu veux on a besoin d'aide parce qu'on se fait un peu déborder et tout. Et donc Val nous a rejoints, donc ça c'est un peu comment l'étoile qui tombe du ciel là. C'est un peu comment l'histoire, il avait 19 ans, Val avait 20, même pas, je sais plus quel âge il avait, mais il était tellement jeune à l'époque, enfin c'était fou, 21 ans, bref. Mais il était tout qu'est-ce que vous faites et tout. Il y avait genre du Notorious B.I.G. qui jouait, genre il y avait un Big Green Egg, enfin c'était pas quelque chose qui était commun encore à Marseille, tu vois. Bien sûr, surtout quand on vient de... Mais donc du coup ça a fait que Val est arrivé, il a resté avec nous 3 ans, après il est reparti, après il a bossé au Chardon. Puis quand il est sorti du Chardon, on était très impressionnés par sa cuisine et il nous a dit j'aimerais ouvrir un resto. Il avait 25 ans, on a dit ok, vas-y, on fait Livingston. On a ouvert le Livingston avec lui.
L'histoire de Val, on la connaît maintenant très bien, mais on la connaît pas si bien que ça, hein, si je puis me permettre. Ça fait 2 ans que je suis en lien avec Valentin pour qu'on enregistre un épisode. Valentin a une vie très mouvementée. Il a une vie extrêmement mouvementée. J'espère qu'un jour on arrivera à faire cet épisode. Bonne chance. C'est ça. Mais donc, surtout en ce moment, je pense qu'il est très occupé. Mais du coup, ça c'était le Livingston. Et après, en 2022, on a eu cette opportunité grâce aux bailleurs qui avaient la mercerie. Ils avaient ce local juste à côté qui s'est libéré. Et ils nous ont dit, il y a plein de restos qui nous contactent, il y a plein de gens qui veulent ce local. Moi, je veux parier sur vous. Vous nous avez pas déçus. On y va. Et ainsi est né Pétrin Couchette. Pétrin Couchette, est-ce qu'on peut en définir l'ADN pour les gens qui ne connaîtraient pas? Parce que la mercerie, le Livingston sont des restaurants singuliers, certes, mais des restaurants avec des codes qui ne seront pas... Pétrin Couchette, c'est autre chose. Pétrin Couchette, c'est notre... alors, à la base, notre rêve à tous les trois, mais surtout Julia et Harry, un de leurs rêves, et moi, ma passion aussi, le pain. Le pain maison, pain au levain naturel. Notre envie, c'était d'ouvrir une boulangerie à Pétrin, mais on trouvait trop bien l'idée de faire un boulangerie coffee shop, comme se fait beaucoup à l'étranger, notamment aux États-Unis avec Tartine, à Londres aussi. Et vu qu'on a ces codes un peu anglo-saxons et que c'est nos origines aussi, on avait envie de proposer quelque chose qui était différent de ce qui se faisait. Et à l'époque, à Marseille, il y avait que 2 coffee shops de spécialité qui étaient sur le marché, mais c'était que des coffee shops qui étaient aussi des torréfacteurs. Et on trouvait intéressant, parce que ça rejoint un peu notre ADN de vouloir faire un peu de la curation de produits de qualité et de les proposer aux gens, d'avoir vraiment un barista de très haut niveau qui pouvait en fait sélectionner des torréfacteurs européens et les proposer. Et comme ça, les gens pouvaient aussi venir et avoir différents cafés, que ça changeait. C'était un peu une ambiance genre... On retrouve le truc de la sommellerie, on retrouve cette espèce de vecteur, de trait d'union, de sélection. De pouvoir parler de Friedhat à Amsterdam, de Nomade à Barcelone, de pouvoir aussi tirer des traits avec ouvrir la possibilité à des collaborations, à des pop-ups, à des choses comme ça, toujours avec l'idée de connexion. Et donc moi j'avais rencontré donc Robert Hazal qui est notre associé là-bas à Pétrin Couchette. On l'avait rencontré, il travaillait chez La Fiancée, et après il a bossé chez Deep. Et donc on s'est rencontrés, on a commencé à nouer une amitié et à discuter de lui. Il avait envie d'ouvrir son coffee shop. Nous, on avait envie d'ouvrir une boulangerie. Je lui ai dit, ton coffee shop, tu vas l'ouvrir, mais le café, c'est compliqué. Nous, la boulangerie, on connaît pas le métier. Donc, en fait, viens, on fait un truc hybride ensemble, tous les deux. Donc, c'était un mélange de moments, right place, right time, right person. Et on s'est dit, vas-y, on lance ça avec lui. Donc, on a ouvert Pétrin Couchette avec Rob, avec l'idée d'avoir un café de spécialité de très haute qualité. Donc, chose qui est le cas parce qu'il est absolument incroyable dans ce qu'il fait. Et aussi d'avoir une proposition de boulangerie, du pain au levain naturel, mais aussi des petites choses à grignoter et des sandwichs faits avec le pain maison. Donc ça, c'était la vision Pétrin Couchette. Tout ça dans un environnement hyper détendu et très relax, où justement c'est self-service, tu vas commander ton truc et puis tu t'assois, et si t'as vécu l'expérience Pétrin, on crie ton nom et t'es affiché devant tout le monde si tu vas pas assez vite à la fenêtre. Et c'était aussi parce que il fallait limiter la masse salariale, qu'on n'a pas fait du service à table. Enfin, il y a plein de raisons pourquoi on a choisi ce format. Mais on trouvait ça aussi rigolo et différent, et ça nous permettait de faire des prix et de pratiquer des prix qui étaient pas non plus fous, et de devenir plus accessible au grand public. Chose que pour l'instant, avec nos restaurants, on n'était pas encore. 2 questions. La première, est-ce que dans toutes ces postures, dans tous ces endroits, vous faites attention justement à ne pas paraître trop spécialiste? On parlait justement de la manière dont on traduit les choses en sommellerie, qui peut paraître extrêmement caricatural. On est sur Nanilana, alors ça c'est Michel qui travaille comme ça, tu vois ce truc. Très bien. Voilà, la grande caricature. Le café de spécialité, pareil. On peut très vite faire chier les gens. Moi, on peut très vite m'emmerder avec du café de spécialité, alors que j'adore l'idée, hein. Mais voilà, il y a des matins où j'ai pas du tout envie de ça. Comment justement on gère ça? Comment on ne passe pas pour un branché Nanilana, un peu saoulant, un peu... C'était vraiment posé dès le début. On en a vraiment parlé en détail avec Rob, parce que on a cette vision quand même de vouloir dans un premier temps s'inscrire. C'est comme un auteur qui écrit, il écrit de son point de vue et de son privilège. Nous, on se positionne de notre point, où est-ce qu'on est. Il faut savoir où est-ce qu'on est. On est à Noailles, on est dans le ventre de Marseille, c'est un des quartiers les plus pauvres de Marseille.
on a eu un souhait, c'était de proposer un café à 2 euros et d'avoir un café, quoi qu'il arrive, à 2 euros, et un café qui soit palatable, genre un café pas méga acide et incompréhensible. Et on a vraiment clairement posé cette volonté sur la table avec Rob de dire, accessible. On va rester accessible dans le prix et dans le goût. Dans le goût et dans le prix pour ça. Et après, évidemment, il y aura d'autres choses. Par exemple, il y aura des cappuccinos, par exemple, si tu vas à Pétrin, t'as le espresso classique et t'as l'espresso spécialité. Donc, tu peux, si t'es un geek et que t'as envie, mais soyons honnêtes, les geeks dans le café, il y en a peut-être vraiment des vrais. C'est les gens du café. Et les gens du café, il y en a peut-être, je sais pas, c'est peut-être 1% de ton public. Nous, le 99%, c'est des gens qui sont pas du tout spécialistes, mais qui adorent le café et qui savent reconnaître un bon d'un mauvais café, mais qui aiment surtout le café avec du lait dedans. Et globalement, on vend beaucoup de café avec du lait dedans. Et ça, c'est pas, selon les spécialistes et les puristes, si on y va vraiment, c'est pas du vrai café. Ben non. Donc, je pense que là où vraiment pour nous il y a il y a un middle ground, il y a un endroit, il y a un compromis à trouver, c'est que on veut être vraiment accessible au grand public, mais avoir l'option pour ceux qui sont très pointus d'avoir une expérience aussi qualitative. Et donc à travers tout ça, avoir un service à la clientèle qui soit méga sympathique, décontracté. C'est ça la question, parce que la posture, la proposition, ce qu'on va retrouver sur le tableau, c'est une chose. Oui. Et la manière de le véhiculer, c'est autre chose. C'est là où on peut très vite passer pour quelqu'un d'un peu branché. Ah, c'est les mecs de la mercerie. Ah, c'est machin truc. Ah, c'est Paris à Marseille. Ça. Ah, c'est... Non, pas du tout. Mais c'est hyper difficile d'éviter ça. Oui, et puis, c'est sûr, mais je pense que ça passe par l'humain et ça passe par la posture que les personnes du haut donnent à celles qui travaillent avec eux. C'est-à-dire que si nous, on est dans une posture de genre exclusivité, forcément, les gens qu'on va attirer vont être dans cette posture. On a tout de suite expliqué vraiment l'idée qu'on avait à tous nos salariés. Et d'ailleurs, 2 des personnes clés qui sont à Pétrin sont avec nous depuis l'ouverture, encore là, aujourd'hui. Anthony et Adilène, que j'adore. Et tous les 2, ils ont très bien compris que ce qu'on propose, c'est un café de très bonne qualité, servi avec la plus grande décontraction. Et c'est ce qu'on fait à la mercerie aussi. C'est toujours le même fil conducteur. C'est service du plus haut niveau possible, mais avec le plus de genre soin et le plus de détente. Parce que si en fait, il y a rien de pire. Moi, je me souviens une fois, j'étais chez Bollud à New York et on m'a littéralement accompagné jusqu'aux toilettes jusqu'à m'ouvrir la porte des toilettes. Je t'en mode, mais laisse-moi tranquille. J'ai pas envie que tu m'accompagnes parce que c'est trop bizarre, quoi. Donc, je trouve ça hyper agréable d'avoir du soin, mais un soin qui est pas genre oppressant et qui est pas comme forcé, tu vois. Je trouve ça bien que les gens gardent leur personnalité et c'est le cas. Genre, on pose des stories rigolotes sur comment ils ont leur tic et tout, le staff, mais c'est vrai qu'ils ont leur petit genre, ils ont leur personnalité, ils reconnaissent leurs réguliers. Marseille oblige à ça aussi un petit peu. Oui, voilà, c'est sûr, mais c'est très sudiste. Tu peux pas prendre une posture. Non, très vite, tu te fais rappeler à l'ordre sinon. Exactement. Et en fait, je sais que nous, par exemple, Rob, pour lui, un des points importants, c'était d'avoir des très bons scores sur Google, parce que on n'a pas Zen Chef à Pétrin-Couchette et que on peut pas. Enfin, il faut qu'on soit vraiment, il faut qu'on soit bon chaque fois. Donc, je sais que lui, il était vraiment à cheval sur les Google Notes et genre, il disait aux gens, s'ils ont une bonne expérience, genre, demandez-leur de mettre un avis Google, comme ça, on attire du monde et c'est positif, tu vois. Et du coup, c'était un metric, c'était une métrique, en fait, pour nous de voir où est-ce qu'on se situait en service à la clientèle, ça. Et il l'a beaucoup véhiculé au travers de l'équipe, genre, rappelez-vous du nom de machin. Dès qu'il y avait un nouveau membre de l'équipe, il présentait les réguliers. Il fait, lui, il aime ça, lui, il boit ça, lui, il fait... Et du coup, vu qu'on a des gens qui viennent tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, on a vraiment des réguliers qui sont là tout le temps. Et c'est notre fonds de commerce. Et derrière, on a évidemment les touristes, mais on observe que tous les Parisiens qui descendent, vu que t'es à côté de la gare, tu descends souvent, tu marches, t'arrives, en fait, on a énormément de Parisiens qui viennent et qui adorent Pétrin-Couchette. Enfin, c'est un de nos business, je crois, qui a le plus de goodwill, tu vois. Enfin, les gens, ils l'aiment, quoi. C'est fou. Il est trop mignon. Mon petit Pétrin. Non, mais c'est vrai. Quand on vous suit, parfois on se demande quelle vie vous avez, comment vous gérez votre quotidien, parce qu'on s'est parlé de plusieurs adresses, on s'est parlé de tous ces projets qui continuent, qui font leur route et qui marchent tous très bien. J'imagine qu'il y a des envies de développement aussi. Forcément, quand on continue à avancer, on a envie de toujours en faire davantage ou autrement. Comment vous gérez votre quotidien? Alors peut-être que tu peux pas parler pour les autres, parce que moi je suis Julia sur Instagram pour le coup. Je me dis, alors elle est quand même trop forte. Elle fait du surf, je sais pas où. Elle rénove une baraque à l'autre bout du monde, là machin. Je me dis, c'est incroyable. Et tout ça en entreprenant, avec une grande clairvoyance et beaucoup de succès. Je me dis,
trop fort. Ok, c'est quoi votre recette? À quoi ressemble votre quotidien quand justement, plus sérieusement, on a la charge et la responsabilité d'endroits, de staff, de choses comme ça? Je pense que alors, Julia, Harry et moi, on a trouvé notre équilibre et on continue de le chercher et de le trouver au fil de parce qu'en plus vous êtes 3. Oui, on est 3. Et en fait, ça évolue. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais du fait que j'étais en salle jusqu'à peu près 2020. Après, je suis sortie parce qu'on a ouvert Livingston, on a ouvert Pétrin. Donc, j'ai commencé à gérer le RH, le recrutement, la stratégie de recrutement et plus largement l'opérationnel de toute la boîte. Julia, pendant longtemps, elle s'occupait beaucoup du chardon. Donc, elle était focus sur le chardon pendant 6 mois de l'année, mais à fond. Comme si c'était son restaurant du début à la fin. Enfin, c'est son restaurant, mais je veux dire, elle faisait tout pour le RH, compta, recrutement, la totale. Trouver les chefs en résidence, etc. Moi, je faisais ça pour le Livingston. Quand Val est parti, on a commencé à recruter les chefs en résidence. Donc, pareil, j'ai repris la main là-dessus. Harry, il est à 100% sur la mercerie, mais de plus en plus, ce qu'on observe, c'est que, par exemple, là, il est en train de suivre les travaux de Livingston. Il continue. Là, il est en train d'écrire un livre, d'ailleurs. Donc, en fait, il y a plein de... En fait, au fil de l'évolution, on est toujours en connexion tous les 3 pour calibrer, en fait, pour que tout soit très juste, en fait. Donc, on a toujours tout mis à part égale entre nous 3. Si jamais, en effet, Julia, par exemple, vit à Ibiza parce que son partenaire de vie est là-bas. Harry et moi, on est basés à Marseille, même si moi j'ai une maison dans la Drôme, donc des fois je suis par là. Et j'adore voyager, je vais à Rome assez régulièrement aussi. Donc en fait, il y a vraiment chacun, on a trouvé un peu notre bon équilibre. Harry a été papa récemment, individuellement, mais toujours en prenant en conscience le fait que les autres aussi, on le se leur. dit, oui, et on veut que tout le monde soit hyper bien dans leur vie personnelle pour amener le meilleur au travail et qu'en fait le travail, parce qu'en fait dire que le pro et le perso, quand t'es entrepreneur, c'est séparé, c'est la plus grosse connerie selon moi. Juste, ça va main dans la main. Déjà. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai, et ça va vraiment main dans la main. Tu vis ça avec tes tripes, c'est une création, c'est comme un enfant, c'est vraiment hyper intense et il faut vraiment le voir avec cette responsabilité-là aussi, je pense. Et du coup, on discute beaucoup entre nous de comment est-ce qu'on recalibre l'organisation de nos rôles. Tu vois, là, en ce moment, notre vision, là, c'est de trouver quelqu'un, parce que Julia, son rôle, c'est plus DAF. Donc, on va dire ça, c'est le périmètre dans lequel elle est. Moi, mon rôle, c'est plus opération et RH. Ça, c'est plutôt mon périmètre, même si on est tout le temps en train de travailler main dans la main, parce que forcément, ça se croise. Et Harry, il est dans l'opérationnel vraiment de la partie cuisine, mais aussi plus globalement sur le groupe, la qualité de la food. Et aussi, c'est un sounding board. Enfin, il est là pour soutenir les différents membres des équipes seniors sur les parties food. Et aussi, il est main dans la main avec Rob, qui est notre associé à Pétrin, parce qu'ils sont toujours côte à côte, donc ils se passent beaucoup de temps ensemble aussi. Ouais. Donc, tu vois, il y a vraiment une espèce il y a on a créé comme une sorte d'écosystème qui fonctionne. Mais là, on est en train de réfléchir. Tu vois, par exemple, ça fait 1 an et demi, moi, j'ai un bras droit qui m'aide dans l'opérationnel, Adèle, qui est incroyable. Je t'aime, Adèle. Je serais rien sans toi. Adèle, elle est fabuleuse et je l'ai vraiment, ça fait 1 an et demi qu'on travaille main dans la main. Donc maintenant, elle reprend énormément des dossiers. Genre, elle commence à même faire du recrutement. Enfin, elle va vraiment nous libérer aussi. Beaucoup de temps pour Julia et moi de vraiment travailler sur le business et éventuellement commencer à vraiment réfléchir le développement et voir les prochaines étapes. Et Julia, de son côté, on est en train d'essayer de trouver quelqu'un pour justement avoir ce rôle de DAF potentiellement en mission au début et à voir comment ça évolue selon les besoins de la boîte. Et on a une personne à temps partiel à l'admin. Donc, en fait, le bureau, entre guillemets, c'est Julia, moi, une temps partiel admin et Adèle en opération. Et Harry en chef, mais quand même dans l'opérationnel. Donc finalement, c'est pas beaucoup de gens pour gérer un business, pour gérer 4 affaires. Ouais, bien sûr. Mais on a trouvé quand même dans chaque établissement on va dire des rôles clés. On a trouvé des personnes clés qui sont de confiance. Mais c'est marrant parce que ça s'est fait assez naturellement. Ce que tu décris, il y a quand même un truc qui est intéressant parce que ça part de l'humain, ça part de l'individu, de ses besoins, à titre personnel en l'occurrence. Et autour de ça, les choses se construisent et se construisent communément. Oui. Pas courant. Non, mais je pense que c'est bien dans le sens où, en tout cas, là, on identifie qu'on arrive à un stade où il faut qu'on soit un peu plus structuré pour pouvoir, en tout cas pour Julia et moi spécifiquement, je pense, vraiment prendre un peu plus de hauteur pour regarder maintenant et ouvrir un peu plus macro la vision et voir en fait si oui ou non on veut comment investir dans quelque chose d'autre, grandir. Et vous voulez que des gens rentrent dans l'aventure avec vous? Parce que quand on prend de la hauteur et qu'on veut se développer, parfois on est obligé de... On est peut-être... Ouais, c'est vrai que jusqu'à présent, on a ce luxe d'avoir aucun investisseur et personne qui nous dit quoi faire. C'est assez rare, j'avoue. Parfois, on peut vouloir s'en tenir là.
On pourrait, et c'est pas dit qu'on le fasse pas. Pour l'instant, la suite de l'aventure n'est pas complètement écrite parce qu'on l'écrit encore. On est encore en train de réfléchir. On veut vraiment s'outiller, donc on a des coachs qui nous accompagnent pour vraiment nous aider à avoir une meilleure compréhension. Et encore une fois, genre, on n'est pas dans cette vision de scale pour scale et de grandir pour grandir. Genre, si tu regardes la trajectoire, 2016, 2018, 2021, 2022, c'est pas une croissance fulgurante non plus. Aussi parce qu'on n'a pas de fonds pour faire une croix. Et c'est pas une envie. Je pense on aime bien l'idée de faire les choses stablement. Et dans un monde où tout va très vite et c'est le zapping et c'est genre hype, après on s'en fout, on passe à autre chose. On aime bien l'idée de construire quand même des business de cœur qui peuvent rester dans l'affect des gens pendant qui rassurent, tu vois. On aime bien l'idée de rassurer sur le long terme. Donc si on construit ou qu'on décide de faire quelque chose, je pense qu'on va vouloir que ça ait du sens. On va vouloir diversifier peut-être aussi, pas nécessairement rester que dans la restauration, pourquoi pas. Enfin, on se pose plein de questions, mais du coup, on n'est pas pressé parce que on peut continuer à statu quo fonctionne. Mais c'est vrai que on a tous eu 40 ans récemment et on est un peu en mode genre bon, tu sais, dans notre tête à quelque part. Après, quand t'arrives à 40 ans, t'es là, ok, ça y est, genre c'est bientôt la retraite, mais absolument pas, juste pas du tout. Donc, on se dit c'est le moment pour nous de se remettre en question, réfléchir et puis repartir sur des bases. Encore des bases, tu vois. Ouais. Trop fort. Vous avez quand même une qualité qui est de créer des lieux un peu brûlants en termes de hype. Je pense à ça vis-à-vis de la mercerie, qui a quand même aussi été une adresse qui a beaucoup fait parler, qui a eu un titre au fooding, non, certainement, plusieurs fois même. Ouais, Sophie Stroquet, je crois. On l'a eu en 2018, je crois. Trop à fort. L'ouverture, ouais. Et en t'écoutant, tu vois, je me revois y dîner il y a genre 6 mois, un an, et me dire qu'est-ce que ce fil est bien tiré, qu'est-ce que cette cuisine mûrit bien, qu'est-ce que ce lieu qui a pu être un peu hype, en fait, prend sa patine et la prend bien parce que voilà, c'est sincère et c'est authentique. Vous êtes fort pour ça. Hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter l'histoire en tout cas. Avec plaisir. Merci Laura. Merci à toi. Rien dans ce que raconte Laura Vidal ne ressemble à une trajectoire opportuniste. Ce qu'on entend au fil de l'échange, c'est une manière très consciente de faire des choix. Naturels, guidés par l'envie, sincère, la restauration, la sommellerie, choisir ses associés, choisir le rythme, choisir les lieux, choisir de ne pas grandir trop vite, comme on le sent. Il y a cette idée forte qui traverse tout l'épisode. On peut bâtir une entreprise finalement de restauration comme on construirait une maison, en prenant le temps, en regardant où l'on met les fondations, en acceptant que tout ne soit pas déclinable, reproductible, mais que tout soit profondément habité. On peut imaginer qu'on va voir d'abord comment on se sent, ce qui nous parle, avant de dessiner le premier trait, de faire le premier BP. En revanche, quand c'est décidé, on sent bien que dans le small group, on n'est pas du genre à hésiter. Le trio qu'elle forme avec Julia et Harry fonctionne parce qu'il repose sur la confiance, la clarté des rôles et une exigence partagée. Pas une vision théorique de l'entrepreneuriat, mais une pratique quotidienne, faite d'arbitrage, de remise en question et d'attention aux autres. C'est aussi ça la nouvelle génération d'entrepreneurs de la restauration. Des profils structurés, sensibles, capables de tenir un cap sans renoncer à l'humain. Parce que ouais, en fait c'est possible et chaque vendredi, je sais pas vous, mais moi je prends une bonne dose d'inspiration, mais aussi des bonnes ondes positives et remplies d'espoir pour la restauration qui se dessine à l'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chef d'entreprise. Abonnez-vous au podcast, il y a des épisodes chaque semaine si vous aimez la cuisine, le restaurant, la gastronomie ou même les parcours de vie qui motivent et font du bien. Eh ben, abonnez-vous. Merci Laura pour ce moment partagé. À très vite dans l'une de tes adresses. Foncez, chers amis, si vous ne connaissez pas encore la mercerie, le Chardon, Livingstone. Et si vous passez par Pétrin Couchette, merci de me laisser le dernier egg sandwich. Allez, salut!